Alors, joie de partager avec vous une nouvelle série dans la chaîne Où est le beau, celle de replay de certains intervenants capturés à l'occasion des Rencarts du Beau, l'événement que je coproduis avec Plendy by Vinci Construction, que vous connaissez sûrement parce qu'ils ont été partenaires longtemps du podcast, qui est une entreprise générale spécialisée dans les projets haut de gamme, les palaces parisiens, mais aussi les boutiques de luxe et le résidentiel privé. En fait, aujourd'hui, on a vraiment compris, et c'est aussi le sujet de ce podcast évidemment, mais qu'on n'a plus vraiment besoin de nouvelles données sur l'état de la planète pour savoir que le domaine de la construction, de l'architecture d'intérieur sont appelés à s'adapter et que maintenant les questions c'est ok, bon en fait où est-ce qu'on atterrit, qu'est-ce qu'on fait? Et depuis 2022, ce sont une dizaine de rencarts du beau qui ont été organisés et qui ont permis de réunir plus de 200 professionnels du luxe qui souhaitaient justement réfléchir sur comment faire mieux demain. Donc les rencarts du beau, c'est vraiment cet écrin qui fait naître l'envie de faire un peu moins mal que le secteur. Il s'agit de matinées confidentielles dédiées aux architectes et aux acteurs du bâtiment où nous écoutons des pionniers du beau, ce beau cosmopolite qui questionne le monde et qui inspire. Alors aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e résidence des Rencarts du Beau. Après avoir été accueillis chez RDAI puis chez Franklin Asie, nous sommes désormais en résidence au studio de Chloé Nègre, que nous remercions infiniment. Et chaque session, on accueille 2 intervenants. L'idée, c'est vraiment de faire vivre de nouvelles découvertes pour élever le débat et le regard, tout en nous donnant des clés pour avoir un temps d'avance. Alors, ces 2 intervenants, ce sont à la fois une personne qui n'est pas du tout de notre secteur, donc complètement hors champ de l'architecture, du design, etc., mais qui vient justement nous nourrir avec un peu ses ailleurs. Il s'agit du prospectiviste Pierre Gilbert et ensuite un acteur du sérail que je sélectionne pour son engagement, pour sa vision, pour son travail, pour en fait son retour d'expérience aussi sur des choses très concrètes qu'ils ont mis en œuvre, qui ouvrent des voies, qui sortent des sentiers battus. Tous ces gens qui ont pris des risques à leur échelle, dans leur domaine, puissent venir nous raconter comment ils ont fait et que ça colore comme ça peut-être nos envies et que ça nous donne aussi des idées pour nous aussi mettre en œuvre autrement, autre chose et impulser des changements pour plus de cosmopolitesse quelque part dans nos pratiques. Donc je vous laisse avec ces petits partages et je vous embrasse très fort. La bio-inspiration, le biomimétisme, pour ceux qui ne sont pas très familiers du concept, c'est l'idée d'aller puiser en fait dans le vivant et ces 3,2 milliards d'années d'évolution, tout un tas de solutions par rapport à toutes les problématiques qu'on affronte. Alors, moi, mon angle, il est surtout justement RSE, écologie. Dans le vivant, forcément, depuis tous ces milliards d'années-là, on essaye d'économiser l'énergie, d'économiser la matière. En fait, on répond de fait aux questions de sobriété et d'efficacité énergétique. La règle d'or pour réussir la grande transition écologique qu'on doit, c'est sobriété. On réduit nos besoins de matière, nos besoins d'énergie en se concentrant sur l'essentiel. Efficacité, c'est-à-dire que pour une unité d'énergie dépensée ou une unité de matière dépensée, on va aller chercher plus de performance, répondre à un plus grand nombre de services. Et puis ensuite, le reste, il faut le substituer. Il faut qu'on substitue les énergies carbonées avec du renouvelable, qu'on substitue des matériaux non renouvelables avec des matériaux organiques, biosourcés, etc. Bref, donc le vivant nous donne beaucoup de pistes là-dessus, parce que dans le vivant, il n'y a pas de déchets, vous le savez. Et il se trouve que récemment, on a sorti un cours sur Sator. Donc Sator, c'est l'entreprise que j'ai fondée. On va chercher des experts qu'on estime vraiment visionnaires sur tous ces sujets des transitions au sens large. Et on fait avec eux des masterclass vidéo qui font 10 heures, en 20 épisodes d'une demi-heure. Donc ça se regarde comme une série Netflix, sauf que vous en sortez, vous avez une vraie vision. En fait, vous avez du sujet, vous êtes devenu semi-expert du sujet en question. Donc on en a une vingtaine des sujets, et il se trouve que le dernier qu'on a sorti, l'avant-dernier du coup, c'est sur le génie de l'arbre, avec un monsieur qui s'appelle Ernst Zürcher, qui est un des plus grands connaisseurs des arbres au monde. C'est un Suisse francophone et c'est un peu un druide. Il a 70 ans, diplômé de l'Académie des sciences du Brésil, de trucs. Il est partout dans le monde pour rencontrer des arbres, pour comprendre les forêts. Donc ça donne un cours absolument passionnant. Et il se trouve qu'il y avait un épisode qu'il a principalement dédié aux patterns, aux formes qu'on retrouve en permanence dans le végétal, et dans les arbres en particulier, mais en fait dans le végétal en général. Et moi, cet épisode-là, il m'a scotché, quoi. Et dans cet épisode-là, il était question justement de cette forme spiralée, qu'on retrouve très souvent dans le vivant et pour des bonnes raisons. Donc à partir de là, moi j'étais pris d'une espèce d'entrain de curiosité.
Puis c'était en écho avec d'autres lectures que j'avais pu faire sur la présence du nombre d'or dans le vivant. Et puis voilà, donc je me suis dit que j'allais vous proposer ça ce matin, c'est-à-dire un petit voyage inspirationnel dans cette forme de la spirale qu'on retrouve de manière assez omniprésente en fait. Et je me suis dit que ça pouvait vous parler, vous architectes, urbanistes et plus designers, parce que ça vient casser l'idée de ligne droite, qui est très humaine hein, et qui n'est pas très efficace en fait, comparée à la pertinence de ces formes. Voilà, une grande introduction pour qu'on démarre avec du coup ces différentes propriétés que permettent la forme spirale dans le vivant. On va commencer par la plus simple, la résistance mécanique, avec peut-être ce qui vous vient spontanément en tête quand on parle de spirale dans le vivant, c'est la forme de la coquille de l'escargot ou du mollusque. Et c'est une bonne entrée en matière parce que c'est une forme qui est très ancienne dans le vivant, qui a justement été sélectionnée depuis plus de 540 millions d'années pour sa performance sur plusieurs aspects. Le premier aspect de la performance de la coquille en spirale, c'est qu'elle optimise l'espace de vie par rapport à la solidité. C'est-à-dire que la croissance de la coquille en spirale, donc là c'est une coquille de nautile, c'est ces animaux marins qui ont une coquille symétrique, eh bien la croissance, vous voyez, d'un compartiment sur l'autre, elle est logarithmique. C'est-à-dire que, alors, on va se replonger aussi un tout petit peu dans les mathématiques ce matin, mais je ne suis pas mathématicien, donc il ne faudra pas me vouloir de mes écueils. Voilà, mais une croissance logarithmique, c'est une croissance dont la formule est exponentielle, mais cette exponentielle, elle est déterminée par un nombre. Et ce nombre, en l'occurrence, c'est le nombre d'or. C'est-à-dire que l'enroulement, la loi d'enroulement de cette coquille-là est déterminée par le nombre d'or. Ce qui fait que d'un compartiment sur l'autre, on gagne beaucoup d'espace, mais de manière complètement linéaire. Et ça, c'est très rare dans le vivant. C'est-à-dire que pour développer cette forme-là, c'est tout à fait prédictible pour l'organisme de l'escargot. C'est-à-dire que de par la linéarité, l'homogénéité du déploiement, l'organisme de l'escargot va savoir pertinemment combien de nutriments, combien de minéraux associés sur la coquille, ce qui permet que la coquille soit solide de manière très homogène. Par opposition à si vous avez des structures droites, par exemple un os que vous faites pousser de manière droite comme ça, vous pouvez avoir des carences à des moments qui fragilisent la structure parce que si ça se trouve, votre bébête, il y a un moment, elle va moins manger, elle va être soumise à des stress et donc ses anneaux de croissance vont être limités. Mais quand vous avez une structure spiralée qui se déploie selon le nombre d'or, eh bien, ça n'arrive pas. Parce que même si vous avez une carence de nutriments, si votre escargot se nourrit moins ou il est stressé, eh bien, ça réduit peut-être le rythme de croissance, mais ça ne réduit pas l'ampleur de la structure. Bon, évidemment, l'enroulement de cette coquille, du nautile, mais en fait, vous le retrouvez chez tous les escargots, elle obéit, comme je vous l'ai dit, à une logarithmique qui suit le nombre d'or. Et donc cette fameuse suite de Fibonacci, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc je vous ai dit que ça permettait une homogénéité de la solidité de la structure. Ça permet aussi de beaucoup mieux absorber les chocs. Si vous tapez votre nautile à un endroit, en fait, l'onde de choc va se répartir d'une manière optimale sur l'ensemble de la structure. Donc c'est pour ça que ça a été sélectionné par l'évolution de par ses propriétés mécaniques absolument uniques. Petite anecdote sur les escargots, parce que nos escargots terrestres, hein, ils sont, contrairement aux nautiles, ils n'ont pas une croissance symétrique. Ils ont une croissance qui est généralement asymétrique, c'est-à-dire que la coquille, elle va toujours d'un côté. Elle obéit évidemment toujours à cette formule mathématique d'enroulement, mais sachez que l'écrasante majorité des espèces d'escargots sont dextres, c'est-à-dire que la coquille se croît par la droite. On ne sait pas pourquoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce qui dirige l'enroulement de la coquille dans la croissance de l'escargot, c'est les muscles de l'escargot qui vont faire une tension en permanence sur le côté intérieur de la coquille et permettre comme ça son évolution. Donc voilà, là je vous ai parlé un petit peu des propriétés mécaniques. Autre fait très intéressant de la spirale de Fibonacci, c'est l'écoulement des fluides. Et notamment quand on va parler de vortex, vous savez que quand vous voulez vider une bouteille d'eau plus rapidement, vous la faites tourner pour créer un vortex et l'eau va accélérer et se vider beaucoup plus rapidement que si vous renversez votre bouteille de manière droite. Pourquoi? Parce que quand vous créez un vortex, donc une forme de spirale avec un peu d'énergie, l'air et l'eau vont se séparer et donc la friction de l'air va être largement diminuée. On va réduire la
probabilité d'apparition de bulles aussi, donc encore une fois qui ralentissent l'écoulement du fluide. Et puis l'eau va gagner en vitesse, donc elle aura plus de chemin à parcourir, parce que voilà, ce n'est pas une ligne droite. Mais par contre, la vitesse gagnée sur la friction diminuée va faire que votre liquide s'écoule beaucoup plus rapidement. Donc ça, évidemment, c'est des propriétés qui sont utilisées par les êtres humains. C'est-à-dire que ça, vous avez une turbine hydroélectrique. Voilà, quand vous faites passer de l'eau dans un barrage, l'eau, elle ne va pas en ligne droite faire tourner un petit moulin avec une génératrice. L'eau, vous la canalisez, donc vous la faites partir sur une ligne droite pour gagner de la vitesse, mais ensuite vous la canalisez dans une forme spiralée pour gagner encore en puissance et mouliner avec le plus gros couple possible votre turbine qui est au milieu. Et encore une fois, vous reconnaissez un enroulement comme votre coquille d'escargot qui obéit à cette fameuse, à le logarithme du nombre d'or. Alors, en termes d'écoulement des fluides, on retrouve aussi ça dans l'organisme, et notamment au niveau du cœur et de l'aorte. L'aorte, c'est la mère de toutes les artères. C'est le gros tuyau par lequel le sang oxygéné est pompé par le cœur dans le reste de l'organisme. Et il se trouve que cette aorte, elle forme un coude, une spirale en sortant du cœur. Ce qui, en fait, pour les biologistes, a longtemps été un mystère. Parce que si le but, c'est d'envoyer un débit maximal dans tout le corps, à la sortie du cœur, il aurait mieux valu des tuyaux droits, en fait. Sauf que cette forme courbée permet au flux sanguin de gagner encore en élan, de par cette propriété d'écoulement des fluides dont je vous parlais. Ça, on le retrouve aussi à grande échelle dans des phénomènes météorologiques comme des cyclones. Il faut comprendre que, alors, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'alchimie, on dit souvent que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, inversement, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes patterns, que ce soit dans le micro, et je vais vous montrer d'autres exemples, dans votre coquille d'escargot, dans votre corps, mais jusqu'à des phénomènes de très grande ampleur. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'exemple du cyclone, cette formule d'enroulement, encore une fois, qui reproduit la spirale de Fibonacci, elle permet un écoulement de l'énergie qui est optimale sur une très large zone. En fait, un cyclone, il faut presque le voir comme un organisme vivant, c'est-à-dire qu'il a besoin de puiser de la chaleur et de l'humidité pour se nourrir en énergie, mais en même temps de la diffuser. Et la formule de diffusion de cette énergie en permanence qui lui permet de se mouvoir et de garder sa forme, c'est un écoulement selon la forme spiralée. Et puis, vous retrouvez ça au niveau des galaxies, c'est-à-dire que c'est exactement le même pattern que votre cyclone. C'est-à-dire qu'au niveau d'une galaxie, vous avez une disposition des différentes amas d'étoiles et de planètes qui, de par la force centrifuge, parce que vous la retrouvez dans le cyclone, notamment grâce à la force de Coriolis, qui est la force de la Terre qui tourne sur elle-même, mais à chaque fois que vous avez une impulsion énergétique et besoin d'écouler un fluide, et des amas de galaxies, c'est un fluide à l'échelle macro +++, eh bien on retrouve cet optimum de forme. Donc ça, c'était pour l'écoulement des fluides. Et il y a une autre propriété qui est liée à cette forme spiralée, qui est l'optimisation de l'espace. Et ce qui nous amène au règne végétal, qui est peut-être l'exemple le plus parlant, mais si on prend notre fleur de tournesol, qui est un exemple assez connu, eh bien, il faut savoir que la loi qui préside à la disposition des graines, en fait, elle obéit encore une fois au nombre d'or, c'est-à-dire que c'est comme si dans votre cercle, vous aviez deux arcs de cercle qui partent dans un sens différent, donc selon des formules d'enroulement différentes pour créer d'un côté un réseau de graines et de l'autre un autre réseau de graines qui vont s'agglomérer. Mais il se trouve que si l'angle qui préside à cet enroulement de part et d'autre n'était pas l'angle d'or, c'est-à-dire 137,5 degrés, mes capacités de vulgarisation en mathématiques sont pas... mais retenez l'idée que si ça variait d'un seul degré, vous retrouveriez non pas cette configuration où les graines bénéficient d'un espace optimisé, mais vous retrouveriez des formes où vous voyez bien, vous comprenez bien qu'on peut mettre beaucoup moins de graines dans la même surface du cercle. Donc ça, c'est quand même un hasard, enfin c'est pas un hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard dans l'évolution, mais c'est quand même une conclusion assez folle qui ont conduit des spécialistes à se rendre compte que ça permettait une exposition maximale de toutes les graines du tournesol à la lumière. Parce que le soleil, évidemment, bouge, le tournesol le suit, mais quand bien même, il ne peut pas le suivre parfaitement. Et donc, cette disposition, selon un enroulement de deux spirales de Fibonacci
convexe, permet que chaque graine soit le moins cachée par les autres. Et donc, ils ont une équipe de chercheurs qui a reproduit ça au niveau d'une centrale solaire, d'une centrale à concentration. Donc ça, c'est quand vous avez une grosse tour avec plein de miroirs qui renvoient l'énergie du soleil sur un fluide caloporteur au haut de la tour qui va chauffer de l'eau et amorcer une turbine. Donc, bref, en disposant les miroirs selon cette règle-là, en fait, ils ont augmenté pour une même surface l'énergie convergente de 20%. Donc, encore une fois, on a cette idée de gain d'énergie sur un même espace grâce à cette formule-là. Et puis le nombre d'or dans le tournesol, on le retrouve aussi dans le nombre de rayons de graines dans un sens et dans l'autre. Voilà, vous avez 55 rayons d'un côté et 34 de l'autre. Ça, c'est le pattern de la suite de Fibonacci. Donc, pour ceux qui connaissent moins, donc la suite de Fibonacci, c'est une suite dans laquelle chaque nombre suivant vient de l'addition des deux précédents. Voilà, 2 plus 3, ça fait 5, 3 plus 5, ça fait 8, 5 plus 8, ça fait 13, etc., etc. Et donc, vous avancez comme ça jusqu'à des grands nombres, mais quand vous divisez le plus grand nombre par le nombre juste avant, vous convergez vers le nombre d'or, donc 1,618. Donc ça, c'est une logique qu'on retrouve très souvent dans le vivant. Je vous ai parlé de la fleur de tournesol, mais dans les cônes des conifères, on retrouve aussi cette loi d'enroulement où d'un côté, vous avez un des nombres de Fibonacci. Donc là c'est le pain maritime. D'un côté, vous avez 8 spirales de graines et de l'autre, vous en avez 13. Voilà, c'est les nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Pareil pour l'épicéa, enfin, en gros pour tous les conifères. À chaque fois, ces nombres divergent, mais c'est toujours des nombres de la suite de Fibonacci. Et ce qu'ont montré certains scientifiques, enfin, des hypothèses, notamment Schauberger, c'est que donc, on peut aussi voir ces formes de spirales comme une spirale descendante et une spirale montante. Une spirale qui ramène l'énergie cosmique et une spirale qui emporte l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre. Et il se trouve que quand vous faites matcher ces deux réseaux de spirales, les spirales montantes et spirales descendantes, bah, vous obtenez des intersections. Et dans un cône, chaque intersection, vous avez une graine. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi ces spirales comme des points de convergence énergétique qui vont donner la vie, comme des routes, si vous voulez, des canaux d'énergie. Et puis, autre grand aspect de la spirale, c'est que ça permet de dynamiser. Je vous ai parlé de l'infiniment grand tout à l'heure avec les galaxies. Si on bascule sur l'infiniment petit et qu'on revient sur le végétal, ce qui fait la base de la vie sur Terre, c'est la photosynthèse. C'est ça qui crée la matière première qu'ensuite, nous, on va raffiner. Donc ça, c'est la cellule photosynthétique que vous retrouvez à la surface des feuilles et qui est verte. Donc cette cellule-là, ce qui fait qu'elle est verte et la centrale est disons l'organite. L'organite, c'est comme un organe, mais pour des cellules. Voilà. L'organite, ce qui fait la puissance de vos cellules photosynthétiques, c'est ce qu'on appelle un chloroplaste. C'est ce qui contient la chlorophylle, donc c'est ça qui fait que c'est vert. Et ces chloroplastes, si on zoome dessus, on trouve une structure qui ressemble un peu à un empilement un peu comme les premières piles, vous saviez, où vous empiliez du carton, du cuivre, du cuivre, etc. Donc on retrouve cette forme d'empilement qu'on appelle granat, mais on a découvert récemment que si on zoomait encore et qu'on arrivait à photographier ça, en fait, ce n'était pas tant un empilement rectiligne de petits amas cellulaires, c'était vraiment une spirale en fait, qui permettait de rejoindre tous ces disques. Et en fait, on a compris assez récemment que cette forme-là permettait une dissociation des électrons. Voilà, le Soleil excite les pigments verts du chloroplaste et de par cette forme de spirale, on va faire circuler ces électrons de manière à pouvoir ensuite éclater des molécules et les recombiner, enfin faire le process de photosynthèse, donc éclater de l'eau, éclater du CO2 et recombiner tous ces atomes pour en faire des sucres. Voilà. Donc l'idée, c'est que cette forme-là permet de dynamiser un flux d'électrons, permet aussi de dynamiser l'eau. Si vous comprenez un petit peu comment fonctionne la circulation de l'eau dans un arbre, en fait, dans le tronc, l'eau, elle ne circule pas dans tout le tronc. Elle circule plutôt en extérieur, près du cambium, qui est une partie qui est vraiment proche de l'écorce, et du libère. Enfin, c'est les parties qui créent le bois. En fait, c'est les parties vivantes du tronc. Eh bien, dans ces parties vivantes du tronc, vous avez des petites galeries qui conduisent l'eau jusqu'à dans les feuilles pour l'évapotranspiration.
Puis vous avez des galeries dans l'autre sens qui conduisent la sève chargée en nutriments jusqu'aux racines de l'arbre pour alimenter l'organisme de l'arbre. Eh bien, il se trouve que ces canaux qui portent l'eau jusqu'à dans les feuilles, déjà, ils ne sont pas droits, ils sont spiralés, mais à l'intérieur même de la structure de ces canaux, on retrouve un striage en spirale. Donc ça a des propriétés qui sont intéressantes en termes de ce qu'on appelle la microcapillarité, c'est-à-dire que l'eau va pouvoir, avec beaucoup moins d'énergie, monter le long de cette structure, mais surtout, ça la met en mouvement en permanence. Donc ça la dynamise, on est au tout début de ce qu'on découvre sur les propriétés de ces eaux qui sont dynamisées par rapport à de l'eau qui est stagnante, qui perd une forme d'énergie. Mais en tout cas, dans le végétal, c'est omniprésent. L'eau est en permanence dynamisée. Et ça permet, cette forme-là, donc spiralée, enfin micro-spiralée en intérieur, permet à l'eau de parcourir de très grandes distances. Même par exemple, si vous prenez une liane, ça peut faire jusqu'à plusieurs dizaines, voire parfois centaines de mètres. Il faut que votre liane soit capable d'envoyer de l'eau depuis le sol jusqu'à très très haut dans les arbres en parcourant tout un... Donc ça, vous voyez, typiquement, c'est une structure à l'intérieur d'une variété de lianes, mais on retrouve ça un peu partout. Et puis, évidemment, je terminerai là-dessus, mais le brin d'ADN, la reine des molécules du vivant, elle est spiralée. Donc c'est une double hélice qui est spiralée. On retrouve le nombre d'or dans la loi qui préside à l'enroulement de cette spirale. Mais voilà, retenez l'idée qu'on retrouve encore une fois au plus profond de ce qui fait la moelle de notre vie, ce nombre d'or et cet enroulement qui permet à la molécule d'ADN de stocker beaucoup d'informations dans une surface réduite et surtout de protéger vos petites briques d'informations qui sont au nombre de 4. Donc ça, si vous voulez, cette forme-là protège des attaques extérieures, mais en même temps permet à notamment votre ARN, vos protéines, etc., mais de quand même être en contact avec l'information contenue dans l'ADN et qui permet aussi à la molécule d'ADN de se dupliquer quand elle lance ce process de duplication. Donc si vous voulez, cette forme spiralée dans l'ADN, c'est un compromis entre protection de l'extérieur, mais quand même ouverture sur l'extérieur pour transmettre de l'information. Et on retrouve ce nombre d'or à cet endroit-là. Voilà, on a encore de nombreux mystères qu'on commence à peine à découvrir. Il y a beaucoup, les biologistes aujourd'hui, mais même les physiciens, ne comprennent pas clairement pourquoi l'évolution a sélectionné autant la forme spirale présidée par le nombre d'or partout dans le vivant. Voilà. On a des hypothèses, je vous en ai présenté certaines, ça a des propriétés mécaniques, etc., écoulement des fluides, mais il y a encore beaucoup de trucs qu'on ne comprend pas. On se dit, mais attends, si je fais mes modélisations sur un truc droit, peut-être que ça aurait mieux marché, quoi. Donc, on a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que parmi les nombreux mystères président à cette forme spiralée, on a aussi celui du son. Vous avez tous mis votre oreille sur un coquillage qui a à peu près cette forme et on vous dit qu'on entend la mer. En réalité, il se trouve que quand vous avez des fréquences sonores mais qui s'engouffrent dans votre coquillage, de par les bruits extérieurs, eh bien la manière dont rebondissent ces ondes sonores sur toute la structure interne du coquillage, qui est encore une fois spiralée selon le nombre d'or, vous ressort d'une manière homogène. Ce qui est quand même assez fou en fait quand on y pense. C'est-à-dire que ça va casser des formes d'écho pour lisser le son qui en ressort. Donc, encore une fois, il y a sûrement d'autres propriétés qui sont pas seulement mécaniques mais aussi liées au son qu'on découvrira certainement plus tard. Bon ben voilà, je vous ai fait un rapide panorama de l'ampleur du mystère en fait.